Aujourd'hui, notre atelier trajectoire durable est dédié au bilan carbone. Pourquoi et comment réaliser un bilan carbone? Ouh là là, je vois qu'il y a une coquille sur ma présentation, une faute de frappe. Euh, Ce webinaire va être enregistré pour permettre à ceux qui ne sont pas disponibles ce matin de pouvoir revisionner ce webinaire. Voilà, donc l'enregistrement est en cours. Nos ateliers trajectoire durable, juste pour vous rappeler, nous les réalisons tous les mois. C'était les derniers vendredis, c'est passé au dernier jeudi pour essayer de faciliter la participation de chacun. Voilà, pendant 1 heure, l'objectif c'est de vous donner chaque mois un regard très concret, opérationnel sur un sujet lié au développement durable. Donc, dans le cadre de l'accompagnement de Mobiliance auprès de ses adhérents pour les aider à mettre en place des démarches de développement durable, d'engagement RSE, permettant d'aller jusqu'à éventuellement une labellisation, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, le bilan carbone, pourquoi nous avons choisi ce sujet? Eh bien, parce que depuis fin d'année, j'ai l'impression que c'est un sujet qui monte en puissance. On en entend non seulement beaucoup parler, mais on est très sollicité aussi chez Mobilian sur ce sujet-là. Donc, il nous a semblé important de pouvoir vous donner un petit peu d'informations sur ce sujet du bilan carbone. Donc, je remercie nos deux intervenants, nos deux experts qui vont nous apporter un éclairage, une expertise sur tout un tas, nous partager tout un tas d'informations sur les obligations, mais surtout également les intérêts du bilan carbone, comment le réaliser, voilà, les solutions qu'ils proposent. Et puis, nous aurons également Anne-Danielle Fortunato qui viendra partager l'expérience de Norauto, qui a réalisé un bilan carbone et elle nous fera part, elle nous partagera son expérience. Et voilà, ça sera, j'espère, très enrichissant pour vous tous. Mais pour les questions, peut-être les poser dans le chat éventuellement, ou si vous préférez, vous pouvez bien sûr les poser de vive voix. N'hésitez pas aussi à lever la main pour qu'on puisse bien organiser tout ça. Voilà, et que tout se passe pour le mieux. Encore merci à tous de votre présence et surtout à Laurent et Tristan qui vont démarrer et nous partager leur expertise dans un premier temps. Je vous laisse vous présenter. Respectivement, ce sera bien mieux que si c'est moi qui le fais. Voilà. Merci à tous les deux. Parfait. Vas-y, Laurent. Ouais, très bien. Du coup, enchanté et ravi effectivement de pouvoir parler bilan carbone aujourd'hui. En 2 mots pour présenter, donc je suis Laurent Barbezieux, je suis un des cofondateurs d'Axio. Et Axio, donc on accompagne les entreprises sur leur mesure d'empreinte carbone, des bilans carbone, et la définition de plans d'action et de trajectoire de réduction des émissions. Et on fait ça avec des consultants et également un logiciel qu'on a développé pour nous faciliter la vie là-dessus. Et donc, je suis Tristan Bienne, je fais partie de la société Oxygène. Donc, je suis responsable des projets en stratégie bas carbone. Et Oxygène, on est un bureau de conseil études qui accompagne les entreprises dans leur stratégie environnementale et efficacité énergétique. Donc, on est sur les 2 volets, énergie et carbone. Et donc, on les accompagne dans leur transition, et ce sera le sujet d'aujourd'hui, pour vraiment mettre en place des actions et réduire leur empreinte carbone et leur consommation énergétique. Voilà. Et donc, je vais introduire effectivement ce webinaire. Donc, on va commencer par parler de transition et donc de définir justement ce que c'est qu'une transition durable. Donc, dans un premier temps, une transition, donc c'est un passage d'un état à un autre, en général lent et graduel. Et durable, c'est donc de nature à durer dans le temps. Et pourquoi mettre en place une transition durable? Donc, une transition durable, donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les 9 limites planétaires. Et actuellement, il y en a déjà 6 qui ont été franchies. Et donc, ce qui est important, là, ce que vous voyez à l'écran, ce qui va du coup être zoomé, ça va être le climate change, donc c'est le changement climatique. Et c'est qu'un seul des aspects des limites planétaires qui sont déjà dépassées aujourd'hui au nombre de 6, comme je le disais. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes interconnectées. C'est-à-dire que si on en diminue une, logiquement, les autres devraient suivre.
Et comme vous le voyez à l'écran, donc concernant le changement climatique, on a une augmentation significative depuis les années 1850, donc depuis l'ère industrielle, de l'augmentation de la température à la surface de la planète. Donc actuellement, on est à plus 1,2 degré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet effet est principalement dû à l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, hein, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre présent avec notamment la combustion d'énergie fossile. Mais ça, Laurent en reparlera tout à l'heure, notamment sur la définition du bilan carbone. Et effectivement, on avait donc les États qui se sont engagés en 2015 lors de la COP 21. Donc, qui sont engagés à limiter l'augmentation de la température à plus de 2 degrés d'ici 2100 et d'éviter de la dépasser de 1,5 degré. Donc, vous voyez qu'actuellement, on est quand même à 1,2 degré. Donc, on n'est déjà pas loin de ce qu'on avait prédit et essayé d'éviter en 2015, d'ici 2100. Donc, c'est pour ça qu'il est urgent d'agir. Donc, on se rend compte que, OK, les nations s'engagent, mais si on veut justement s'engager dans une transition, il va falloir essayer de limiter les risques et donc pouvoir en s'engager dans une transition. Donc, il y a deux types de risques identifiés. Donc, on va voir les risques physiques, donc qui sont notamment les risques liés au climat et je vais vous expliquer un peu ce que c'est, et les risques de transition. Et donc, globalement, les risques physiques, ce sont ceux qui sont causés directement par des phénomènes météorologiques et climatiques, donc tout ce qui va être ouragan, inondation, etc. Donc, globalement, si on ne fait rien, on va les subir de plein fouet, hein. On en voit déjà d'ailleurs quelques conséquences depuis quelques années. Et c'est pour ça que si on agit, on peut espérer que leur intensité soit diminuée. Donc là, on vous a mis un petit exemple. Donc la source, c'est France Assureur. On constate que dans le secteur de la mobilité et du transport, donc il y a également ces risques physiques qui sont bien présents. Donc, si je prends l'exemple là sur la partie transport, la vulnérabilité des infrastructures de transport aux catastrophes naturelles. Donc forcément, quand il y a des catastrophes naturelles, on peut avoir des détériorations des équipements. Mais également aussi, on a une forte exposition au risque physique de la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui va être équipement, secteur agricole, sur la partie composants automobiles, pharmacie et distribution alimentaire. Donc ça, c'est des choses à avoir en tête sur la partie risque physique. Donc déjà, il y a une urgence là-dessus, mais il y a aussi les risques de transition. Les risques de transition, c'est en plus du risque physique, il existe à l'échelle d'une entreprise des risques de transition comme les risques réglementaires et juridiques. Donc là, par exemple, pour les entreprises de plus de 500 salariés, elles ont l'obligation de réaliser leur bilan carbone. Il y a également aussi au niveau européen la mise en place de la CSRD, mais ça, Laurent vous en reparlera également tout à l'heure. On a aussi les risques technologiques qui vont être liés à des ruptures technologiques favorables à la lutte contre le changement climatique, donc nouvelles technologies d'énergie renouvelable, stockage de l'énergie, capture du carbone. On a également les risques de marché avec la modification de l'offre et la demande, de la prise en compte croissante des risques climat. On va voir par exemple les variations des matières premières. Quand il y a un événement climatique important dans un pays qui génère généralement beaucoup de matières premières pour fabriquer différents composants, on peut avoir une augmentation significative de ces matières premières puisque la demande est de plus en plus importante. On va aussi avoir des risques de réputation, donc ça va être une modification de la perception des clients et parties prenantes par rapport à la contribution de l'entreprise vers une transition bas carbone. Donc, tous ces risques font partie des risques de transition. Donc, si je vous donne par exemple un exemple par la suite, là sur l'électrification des véhicules, on voit qu'il y a quand même un effort particulier de l'électrification des flottes d'entreprises, et notamment lors du rapport ministériel, on a une prédiction, vous voyez sur le graphique à gauche, avec 66% de part de marché seraient des véhicules électriques d'ici 2030. Donc, on a une diminution forte des véhicules thermiques, avec les véhicules hybrides qui restent quand même assez stables. On est à l'ordre de 9% d'ici 2030 en prévision, donc ce qui est quand même assez important. Et un autre exemple également, donc ça va être sur la slide suivante, Laurent. Non, slide d'avant, pardon. Oui. C'est la 13. Ouais. Non, c'était la 13. Pardon. Celle d'après. Celle-là, ok. Ouais, c'est ça. On a la fin de la défiscalisation du GNR. Le GNR, c'est le gasoil non routier, hein, c'est du gasoil classique avec un additif, il y a un colorant qui va être mis dedans pour pouvoir être utilisé sur du non routier. Donc ça va être la fin de cette défiscalisation. Et l'objectif, c'est de faire basculer, comme le dit Bruno Le Maire lors de son discours en septembre 2023, faire basculer notre fiscalité brune qui va inciter à consommer des énergies fossiles vers une fiscalité qui favorise les investissements verts. Ça, c'est important à l'avoir en tête. On voit les résultats actuellement, On si je peux me voit, permettre.
On voit effectivement les résultats actuellement. C'est Euh, facile, c'est plus compliqué à mettre en place que dans les discours. que sur le papier, quoi. Ouais. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais effectivement, c'est quelque chose qui est dit. Euh, donc, je vous l'accorde, ce tableau n'est pas très reluisant, mais c'est pas pour autant qu'on doit être dans un état d'immobilisme, si je puis dire. Donc c'est la slide juste après, s'il te plaît. Voilà. Du coup, ce qui va être important, donc ça va être d'agir sur plusieurs choses. Et donc pour cela, on va agir dans un premier temps en diminuant les coûts. Donc l'intérêt de pouvoir mettre en place ces stratégies, ça va être de diminuer les coûts avec notamment la sobriété énergétique. Je vous le disais tout à l'heure, hein, le fait de pouvoir réduire ses consommations énergétiques qui sont génératrices de dioxyde de carbone, quelle qu'elle soit, que ce soit l'énergie électrique, thermique, fossile, c'est important de pouvoir les réduire. On a aussi notamment la partie donc, respect et anticiper les réglementations. Donc ça, je vous en parlais avec la généralisation des bilans carbone, qu'ils soient obligatoires, mais également aussi pour certaines entreprises volontaires, avec des réglementations sectorielles toujours plus exigeantes. On a également le fait de soigner son image de marque et de marque employeur, avec notamment des consommateurs qui veulent de plus en plus des marques ou des produits qui sont engagés, des entreprises engagées. D'ailleurs, sur un point de vue RH également, hein, on a, alors nous, pour exemple, on a aussi le cas, alors pas que dans nos entreprises, mais avec les clients qu'on accompagne, des clients qui ont des soucis RH parce que des personnes sont ou souhaitent avoir une entreprise dans laquelle elles travaillent qui soit engagée pour l'environnement. On a aussi des réponses aux demandes clients, avec notamment les appels d'offres. Donc, dans les appels d'offres, on a des parts beaucoup plus importantes sur la partie environnementale et notamment demande de bilan carbone, demande de qu'est-ce que vous mettez en place pour réduire votre bilan carbone, donc les transitions de l'entreprise. On va avoir aussi la partie relations investisseurs. Des fois, on a donc des demandes de reporting carbone de la part des financeurs. À ce sujet, d'ailleurs, il y a la Banque de France qui travaille actuellement sur un indicateur climat Oui, qui est en phase d'expérimentation là pour 2024 et qui va commencer par les plus grosses entreprises. Mais voilà, sachez aussi, c'est une information à avoir en tête puisque après, c'est des choses qui vont progressivement arriver dans l'ensemble des entreprises, concerner l'ensemble des entreprises. Enfin voilà, en tout cas, ça signifie aussi, en complément de ce que vous venez de dire, qu'il y a un intérêt sur ces sujets-là. complètement, complètement. C'est vrai qu'il y a plein d'intérêts, hein. C'est pour ça que c'est important de rentrer en transition durable, si je peux reprendre un peu la définition du début. Il y a également des subventions pour la dernière partie, avec notamment donc pour les entreprises inférieures à 500 salariés et 250 salariés, différentes subventions avec la BPI, en partenariat avec l'ADEME et l'ABC, qui est l'association Bilan Carbone, qui donc regroupe l'ensemble des personnes qui font des bilans carbone en France, qui permet du coup de subventionner un bilan carbone, donc une entreprise qui n'a jamais fait de bilan carbone, pour se lancer dans une transition durable. Et c'est tous ces arguments qui permettent de lancer une transition et ainsi réaliser un bilan carbone. Mais qu'est-ce qu'un bilan carbone? Et là, je laisse la parole à Laurent. Avis de transition, merci. Donc, sans transition, donc qu'est-ce que c'est concrètement un bilan carbone? En fait, c'est un objet qui est normé par des normes ISO. Ça va être l'inventaire de toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises directement et indirectement donc par une organisation sur une période donnée. Donc, si on rentre plus en détail, les gaz à effet de serre, donc il y a notamment le CO2 pour les véhicules, mais il y en a d'autres. Il y a des gaz de climatisation quand on a des véhicules avec des blocs réfrigérants, ça peut être un élément. Il y a du méthane, du protoxyde d'azote, c'est plutôt dans d'autres secteurs, notamment des secteurs agricoles. Le CO2, c'est globalement 75-80% du total, hein, donc c'est quand même le principal. Ensuite, on va regarder les émissions qui sont directes, indirectes. C'est là où en fait c'est assez différent de ce qu'on fait en comptabilité classique ou la manière qu'on a de penser dans une entreprise. On va regarder non seulement ce qu'il y a dans l'entreprise, mais les impacts environnementaux en amont, tous les produits qu'on a achetés, tous les transports qu'il a fallu faire pour que les produits qu'on achète ils arrivent chez soi, etc. Et on va également regarder ce qu'il y a en aval. Donc là aussi, les livraisons vers ses clients, l'utilisation des produits. Si je vends des fours, il y a une consommation d'énergie pendant toute la durée de vie du four, et ultimement, ça devient un déchet. Donc on parle de scope 1, 2, 3, je reviendrai rapidement là-dessus après. On fait ça à la maille d'une organisation. Donc souvent, c'est une entreprise, mais également les administrations qui le font. On peut le faire, il y a déjà des bilans carbone qui ont été faits sur la Coupe du Monde, sur des projets, des événements. On peut le faire au niveau de notre territoire.
Et après, cet inventaire des émissions, on le fait sur une certaine période. En général, c'est sur 1 an, on prend la même période que son année comptable pour simplifier la vie. Je vais rapidement sur les scopes. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est ces fameux scopes. Le scope 1, c'est les émissions directes. Concrètement, c'est s'il y a des gaz à effet de serre qui sortent physiquement de quelque chose qui est chez vous. OK, le plus simple, c'est, quand vous avez des véhicules. Le scope 2, c'est vous consommez de l'énergie, mais il n'y a pas de gaz à effet de serre directement chez vous. L'exemple le plus simple, c'est l'électricité. Il n'y a pas un pot d'échappement, à côté d'une prise électrique. En fait, les émissions, elles ont lieu en amont dans les centrales. Et le scope 3, ça va être tout le reste, à la fois en amont et en aval. Une fois qu'on a dit tout le reste, on ne voit pas forcément ce que ça représente. En fait, c'est là où en général on a la majorité, ça va de 50 à 99 des émissions qui vont être là-dedans. Si on regarde de manière un peu plus concrète, de toute façon vous aurez la présentation, je ne vais pas dans tous les détails. En fait, on va regarder à la fois les sujets liés à l'énergie, la production, les déplacements, ce qui se passe en aval en termes de consommation finale, les déchets, les investissements, etc. Et on va regarder ce qu'il y a en amont, ce qu'il y a en aval jusqu'à la consommation finale. Et on voit qu'au final, ce qu'on appelle les scopes 1 et les scopes 2, c'est-à-dire les émissions soit directes qui sortent de votre entreprise, soit l'énergie qui a été consommée et les émissions sont ailleurs, c'est une petite partie, parce qu'en fait, il y a plein d'autres sujets. Quand vous prenez un avion, par exemple, ce n'est pas vous qui achetez le kérosène, c'est Air France, du coup, c'est indirect. Quand vos employés se déplacent et viennent à votre domicile, viennent de votre domicile à leur lieu de travail, pardon, en fait, c'est votre entreprise qui achète l'essence en direct, en général, c'est l'employé. Quand vous achetez un ordinateur, c'est pas vous qui avez exploité la mine dans laquelle on a extrait les métaux qui ont permis de fabriquer l'ordinateur, donc c'est bien en amont, etc., etc. Et les déchets aussi, il y a les poubelles, les déchets associés, les émissions sont liées à leur élimination, leur collecte, les centrales de traitement. Donc là, les émissions, elles ont lieu ailleurs que chez vous. On voit que c'est intéressant, certes, mais c'est pas du tout pratique de raisonner comme ça parce les entreprises ne sont pas du tout organisées de cette manière. Nous, on préfère montrer ça de cette manière un peu plus opérationnelle, c'est-à-dire c'est quoi les sujets d'énergie, scope 1 ou scope 2, peu importe, c'est les sujets d'énergie. Les sujets de transport, que ce soit mes véhicules, les véhicules de mes prestataires de transport, de mes déplacements pro, les déplacements de mes salariés, c'est un gros bloc transport. Il y a un gros bloc sur les achats et les immobilisations, on voit ça avec la finance et avec la compta. Un bloc sur les déchets qui est plus ou moins important. Et si on a un vrai impact parce qu'on vend des produits physiques, on a la partie impact en aval chez les clients. C'est plutôt comme ça qu'on organise le travail pour le calcul d'un bilan carbone et ensuite pour l'identification des actions de réduction. Donc, très concrètement, comment on fait pour calculer ces émissions de gaz à effet de serre? En soi, le calcul est simple. La complexité, c'est plutôt de trouver les données. Le calcul, c'est on prend une donnée, ce qu'on appelle une donnée d'activité, c'est une donnée que vous avez dans votre entreprise, et vous la multipliez par ce qu'on appelle un facteur d'émission. Donc ça, c'est des données officielles produites par des scientifiques, et ça va donner des émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Je ne sais pas si le détail, mais ça va couvrir les autres gaz, et on met tout ça dans une même unité, équivalent en termes de réchauffement, comme si c'était 1 kg de CO2. Si on prend un exemple tout simple sur du déplacement, pour la même activité, c'est-à-dire se déplacer de 15 km, entre différents moyens de transport, voiture, moto, vélo électrique, métro, etc., on va avoir des facteurs d'émission qui peuvent être très différents. On peut avoir un facteur 100 entre une voiture et un métro, et c'est normal. La voiture, on a quelques personnes dedans, ça tourne à l'essence, ça pèse une tonne, et ça dure une vingtaine d'années. Un métro, en fait, ça tourne à l'électricité, on met énormément de personnes, le contact, rail-roue est très efficace, plus efficace qu'un pneu. Bref, pour plein de raisons, c'est 100 fois plus efficace en termes de gaz à effet de serre, de déplacer une personne en métro que de déplacer une personne en voiture. Après, on est d'accord, c'est pas le même service d'être en transport en commun en ville qu'une voiture qui peut aller partout. Donc ça, c'est ce travail de récupérer les informations et de mettre en face les facteurs d'émission, c'est ça qui va permettre de calculer le bilan carbone. Donc les facteurs d'émission, fort heureusement, il y en a plein, il y en a des centaines de milliers. Là, j'ai mis quelques exemples là, sur le secteur du transport. Je rentre 30 secondes dans le détail. Faut toujours se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre? Typiquement sur le transport, voiture versus moto versus vélo électrique. Qu'est-ce qu'on a compté? Ici, on a compté les émissions pour une personne qui se déplace sur 1 km,
Donc ça veut dire qu'il y a une hypothèse sur combien il y a de personnes dans une voiture, pour faire la division. Et ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on est en milieu urbain versus milieu entre les interurbains, on appelle, parce que c'est pas les mêmes consommations, c'est pas le même nombre de personnes dans un véhicule, etc. Et enfin, quand on regarde ces émissions qui sont donc en grammes de CO2 par passager kilomètre, ce qu'on a également pris en compte, c'est le fait d'avoir fabriqué le véhicule et après de devoir gérer sa fin de vie. Ce qui explique qu'une voiture électrique émet 2 fois moins qu'une voiture thermique, mais pas 10 fois moins. Parce que là, on prend en compte la fabrication de la batterie, la consommation d'électricité et la fabrication du véhicule. Donc ça permet d'avoir les bons ordres de grandeur. On voit qu'il n'y a pas de solution miracle, hein. De toute façon, si on veut se déplacer, il faut de l'énergie. La question que va poser derrière le bilan carbone, une fois qu'on aura les chiffres, c'est de dire c'est quoi les évolutions sur les usages. Je donne l'exemple de la mobilité. On l'a sur absolument tout, sur l'alimentation, sur les produits qu'on achète, sur le numérique, pour arriver à réduire les émissions sans se rendre la vie totalement impossible, parce que sinon, on en a parlé à l'instant, on a un sujet d'acceptabilité et de faisabilité des actions de réduction. Je livre ici quelques conseils pour réaliser son bilan carbone. Premier sujet, c'est qu'il faut bien préparer le lancement, c'est-à-dire qu'il faut avoir un responsable en interne et ce qu'on appelle une équipe cœur. On a vu qu'il y aura des données à récupérer des RH, du contrôle de gestion, des achats, etc. Et de s'assurer que c'est un projet collectif d'entreprise et que la direction est informée et va dédier les quelques heures qu'il faut aux différentes personnes de l'entreprise pour avancer sur le projet. Et important d'avoir un responsable qui pilote l'ensemble et qui tient un peu le timing. Sinon, globalement, comme tout projet, ça patine un peu. Ensuite, pour lancer le projet, il faut se donner une date de lancement et on se retrouve autour de la table et on se dit, OK, voilà, on lance le bilan carbone, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire? On se liste les données qu'il faut récupérer et on se dit quelle personne aurait accès à quelles données. On va être amené à devoir prioriser parce qu'en fait, les données sont jamais parfaites la première fois, c'est pas grave. Et on a sûrement besoin d'inclure des fournisseurs principaux, parce qu'on a vu qu'une bonne partie des émissions sont dans ce qu'on appelle le scope 3, donc en amont chez vos fournisseurs. Et enfin, un conseil, mieux vaut se donner une date butoir. On se donne 2 mois pour collecter les données, on se fait des points toutes les 2 semaines ou tous les 10 jours, plutôt que se dire on va avancer là-dessus dans l'année, parce qu'en fait, on est toujours pris par d'autres choses. On gagne du temps à se dire qu'on travaille plus dessus pendant quelques mois, plutôt que l'étaler sur 6 mois. Donc, pour garder le rythme, un suivi hebdomadaire ou bimensuel, vous adaptez selon le plus pratique pour vous. Et un conseil, dès que vous collectez des données, vous voyez est-ce que vous pouvez déjà collecter l'empreinte carbone, donc est-ce que vous avez le facteur d'émission en face, parce que sinon le risque c'est de collecter trop d'informations et de ne pas avoir des facteurs d'émission aussi précis, ce qui peut être une frustration, et en fait on aura passé trop de temps à collecter les informations. Et enfin, ce qu'on fait, c'est on termine le calcul et on se dit qu'est-ce qu'on fait en termes de plan d'action. Donc, quand je dis terminer le calcul, il ne va pas être parfait. Donc, on se note c'est quoi les imprécisions, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à récupérer. On a déménagé, on a des factures d'électricité juste sur 10 mois. On fait une règle de 3 pour compléter sur 12. C'est pas tout à fait juste, mais c'est bien suffisant pour une première fois. Et on se dit l'année prochaine, s'il y a un déménagement, avant de partir, s'assurer qu'on récupère les infos. Comme ça, on a bien une année complète. Exemple très classique qui arrive tout le temps. Ensuite, important de partager les résultats à tout le monde, pas uniquement l'équipe projet, pas uniquement le management, mais vraiment à toute l'entreprise, parce que c'est vraiment un sujet collectif et que ça va devoir impliquer tout le monde sur les actions de réduction. Et ensuite, on passe à la partie plan d'action. Alors les idées de réduction, il y en a plein, il y a énormément de documentation, limite il y en a trop. Donc ce qu'on fait, c'est on s'identifie c'est quoi les actions, on se dit qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on se sent capable de lancer, et ensuite on se prend 3, 5, 10 actions, pas la peine d'en avoir 50. On se dit qui avance dessus, et on monte des petites équipes projet en interne pour avancer dessus. Mieux vaut avoir 3 actions qui ont avancé dans l'année, sur lesquelles il y a des résultats, que 10 actions où à la fin on ne sait pas trop où on en est, parce qu'on a juste voulu être trop ambitieux. Mieux vaut être un peu pragmatique, accepter d'avoir des choses pas parfaites et avancer, plutôt que faire un grand projet qui va mettre 1 an ou 2 à aboutir. Voilà pour les conseils un peu pratiques. Conclusion rapide sur ce qu'est et ce que n'est pas un bilan carbone. Donc c'est pas un but en soi, c'est juste une première étape. C'est jamais fini, exhaustif, parfaitement précis. C'est un exercice qui est itératif, qu'on va devoir faire de plus en plus chaque année pour les entreprises d'une certaine taille. Et c'est pas un outil pour se comparer avec son voisin, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est pas dire je suis mieux qu'un autre. Globalement, on est un peu tous en retard sur le sujet.
Et plus vite on s'y met, plus on s'améliore, mieux c'est. Donc c'est un outil pour vraiment se comparer. Et en fait, les données ne sont pas assez précises en général pour se comparer. Et on n'a pas toutes les données de ses concurrents ou de ses confrères pour avoir une vraie comparaison. L'enjeu, c'est de se dire sur quoi on peut travailler et comment on fait pour réduire les émissions. Et en 2 mots, nous, côté Axione, on est une plateforme sur justement toute cette partie calcul et action de réduction, et on fait ça avec une plateforme en ligne pour que ça soit un peu plus simple à faire. Voilà pour la partie définir ce que c'est un bilan carbone et comment on s'y prend. Un petit topo réglementaire maintenant. Je suis allé un peu vite, mais de toute façon, vous aurez le support si besoin de rentrer dans les détails. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que les obligations sur les enjeux environnementaux, il y en aura toujours plus. Et ça ne va pas aller en se simplifiant. Si vous trouvez qu'il y en a beaucoup maintenant, dans 10 ans, ça sera pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est encore très loin d'avoir le niveau de compréhension, de contrôle et de suivi de tous les impacts environnementaux pour que collectivement, on arrive à respecter les limites planétaires. Donc, il y a encore plein de choses qui vont se passer. Donc, ça fait partie de la vie des entreprises d'avoir de plus en plus d'obligations. Donc, j'en ai mis quelques-unes. Elles ont des noms en général assez barbares. On va parler uniquement de quelques-unes sur la partie carbone qui vous concerne, mais il y en a évidemment plein d'autres sur les déchets, le gaspillage, la mobilité, etc. Sur la partie carbone, quelles obligations réglementaires vont concerner les entreprises dans votre secteur? Il y a une première réglementation qui est, bon, pour commencer, un nom barbare, quoi. Dans le milieu, on appelle ça BGS. En fait, c'est bilan d'émissions de gaz à effet de serre. En gros, les bilans carbone, ça existe depuis plus de 15 ans en France. C'est toutes les entreprises françaises de plus de 500 personnes qui doivent faire ça tous les 4 ans. Le scope 1 et 2 obligatoire et le scope 3 est fortement recommandé, voire quasi obligatoire. Ça dépend de l'interprétation de la loi et des tailles des entreprises. Donc, l'avantage, c'est que ça fait longtemps que ça existe. L'inconvénient, c'est que vu que c'est tous les 4 ans, on a tendance à oublier que cette obligation existe. Il y a une amende qui était de 1 500 € au début, donc c'était pas trop grave. Maintenant, c'est 10 000 € et ils commencent à vraiment les exercer. Et en fait, ça coûte pas beaucoup plus cher ou moins que 10 000 € de faire le bilan. Et il y a des subventions. Du coup, ça serait dommage de se prendre une petite amende à cause de ça. Ça, c'est juste le plat c'est juste l'apéro, on va dire, l'apéritif. Le gros sujet qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle la CSRD. Je parle plus en détail derrière. C'est une réglementation donc partout en Europe. Donc ça veut dire la réglementation sur le reporting durable des entreprises. Je traduis Corporate Sustainability Reporting Directive. Ça va être déployé partout en Europe avec un calendrier progressif. On commence par les grandes entreprises et on descend ensuite vers les PME. Ça va être tous les ans. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne va pas juste pouvoir se dire tous les 4 ans, ah mince, comment on fait, faisons ça rapidement ou appelons un prestataire. Il va y avoir un vrai sujet de s'organiser en interne pour le faire bien. Et ça va être sur le carbone, scope 1, 2, 3. Mais en fait, ça va être bien au-delà du carbone. Ça couvre vraiment toutes les dimensions de la durabilité, de la transition, biodiversité, déchets, la dimension sociale, la gouvernance, etc. Enfin, il y a une petite dernière obligation, sinon ce serait trop simple. Pour les prestations de transport, donc les prestataires de transport, voyageurs comme marchandises, ont une obligation de communiquer leurs émissions liées aux consommations des véhicules. Donc c'est globalement scope 1 ou ça peut être scope 2, ça peut être l'électricité pour les véhicules électriques. Et ça, c'est pour fournir l'information à vos clients, aux clients des prestataires de transport. Pourquoi il y a cette obligation? Simplement parce que tous les clients des prestataires de transport, ils ont dans leur scope 3, en émissions donc indirectes, les consommations d'essence des camions qui ont permis de faire des livraisons. Donc pour qu'on ait un peu de visibilité sur les données, le régulateur a décidé, il y a plus de 15 ans, de mettre en place, il y a plus de 10 ans, pardon, une obligation de reporting là-dessus. Laurent? Oui. Pardon, désolée de vous interrompre. Sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, comme les entreprises qui sont concernées, donc ce sont celles de plus de 500, donc ce n'est pas tout le monde, loin de là. Par contre, le scope 3 est recommandé et du coup, quand elles font leur scope 3, elles demandent à leurs fournisseurs aussi des éléments pour pouvoir en fait faire elles-mêmes leur bilan carbone. Et dans ces fournisseurs, j'ai l'impression que souvent on retrouve des plus petites entreprises, voilà, et y compris chez nous, dans nos adhérents, puisque en fait là dernièrement, je sens que beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit les assureurs, que ce soit les assisteurs, que ce soit voilà, différents interlocuteurs se mettre sur le bilan carbone en disant, en fait, moi, on m'interpelle, on me demande des éléments pour pouvoir
ensuite que mon donneur d'ordre, ma partie prenante, fasse son bilan carbone. Donc en fait, finalement, cette réglementation qui s'impose qu'à certains, par effet des cascades, arrive à plus de monde que ça. Et par ailleurs, Ouais, une exactement. petite question, j'en profite et après je me tais. Il y a une question d'une personne, d'Élodie, qui demande combien de temps estimez-vous pour passer de l'étape 3 à l'étape 4, c'était le slide d'avant là, entre le début du suivi et la clôture des calculs? Ok. Excellente question. Ça dépend des tailles d'entreprise, en toute transparence. Nous, ce qu'on se donne comme objectif, c'est de le faire entre 1 et 3 mois selon la taille d'entreprise. Enfin, je sais pas, enfin, typiquement, si on a une entreprise de 200 personnes sur 2-3 sites, en 2 mois, on doit pouvoir arriver à le faire. Quand c'est le premier bilan et qu'on fait pour la première fois. Si on est sur une entreprise beaucoup plus grande, plusieurs milliers de salariés, ça prend parfois 4 à 5 mois. Par contre, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de se donner une date de lancement, une date de fin et une suivi toutes les 2 semaines. Sinon, en fait, les mois filent et on se retrouve à, en fait, l'année est finie et qu'on n'a même pas fini le bilan de l'année d'avant. Donc voilà. Et par contre, ça va pas se faire en enfin, on l'a déjà fait nous, justement, pour reprendre l'exemple, que vous indiquiez. On l'a déjà fait en 2 semaines ou en 3 semaines chrono pour des entreprises de quelques centaines de salariés parce qu'ils avaient des demandes, de direction achat de grands groupes, des appels d'offres, ou des demandes de leurs investisseurs. C'est juste moins agréable pour tout le monde, et on se retrouve à avoir un résultat un peu moins précis. Et ça, c'est le temps passé, le temps enfin, projet. Après, c'est des quelques jours du responsable et des quelques demi-journées des fonctions support, pardon, pas des fonctions support, des gens en support du projet. Donc c'est justement pas que les fonctions support, il y a les fonctions de production, logistique, etc. Pour extraire les données, en parler avec le responsable et voir comment on les traite. Il y a une Et main ça, qui ça est peut être... levée. Oui. Oui, c'est moi. Bonjour. Je m'excuse, Bonjour. j'arrive un petit peu en retard. J'avais un rendez-vous. Une petite chose, est-ce que dans la présentation de l'ensemble, vous parlez du décret tertiaire On en parle, pour les surfaces de ouais. plus de 1500 mètres carrés? On n'en Parce que parle c'est pas, des mais obligations qui nous sont ouais. mises en place et c'est pour une entreprise, selon la taille de l'entreprise, si je prends la taille de la mienne et tout, avec un chiffre d'affaires de 2,5 millions, on est complètement à la rue. Hein. On peut pas, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Bah, c'est un peu le sujet, c'est un peu le point d'attention que je levais ici. C'est qu'en fait, vu que c'est des sujets compliqués et que tout le monde est un peu lié dans les chaînes de valeur, enfin, parce que vous avez des fournisseurs, des clients, etc. Mais en fait, pour que le suivi des consommations d'énergie des bâtiments de tertiaire de plus de 1000 mètres carrés, le gouvernement a dit, OK, bah, en fait, pour arriver à comprendre ce qui se passe en termes de consommation d'énergie et voir si on arrive à les réduire et voir où est-ce qu'il faudra mettre les subventions, sur quel bâtiment il faudra subventionner les rénovations, etc., bah, il faut avoir des données, sinon on ne va pas y arriver. Donc, ils ont mis en place cette obligation de décret tertiaire. En parallèle, il y a d'autres réglementations, que j'ai mis ici, RE 2020, qui est sur la partie construction des bâtiments, pour que la construction des bâtiments en elle-même soit moins émissive et qu'ils soient mieux isolés. Donc, il y a plein de blocs Sur le décret réglementaires qui viennent. tertiaire, ouais, Ouais, pardon, pardon de vous comme ça. interrompre de nouveau, Laurent. Sur le décret tertiaire, je pense qu'on on en a déjà parlé, on a fait d'autres webinaires. Donc, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, le décret tertiaire, c'est vraiment le bilan carbone. Même si, bien sûr, il y a un lien entre toutes ces réglementations, vous l'avez bien Oui, il y a un compris. lien. Mais monsieur, si vous voulez en savoir plus sur le décret tertiaire, on a un partenariat avec Sobre Énergie, ou si vous voulez envoyer un mail, et puis comme ça, je pourrais vous donner plus d'informations. Je vous mets mon mail dans la conversation, et n'hésitez pas à m'adresser un mail de manière à ce qu'on puisse en discuter tous les deux et répondre à vos questions. Allez, ben, Et on écoutez, poursuit sans sur le bilan problème. carbone. Merci bien. Merci. Merci à vous. Merci pour la question. Ça illustre vraiment qu'en fait, on a pas mal de choses qui vont se passer en même temps. La bonne nouvelle, c'est que quand vous travaillez sur le décret tertiaire, vous faites déjà le travail de collecte des informations sur une partie de votre bilan carbone. Donc en fait, on ne fait pas les choses en doublon, ce qui est quand même appréciable. Par contre, il y a quand même une grosse charge réglementaire qui est en train d'arriver sur les entreprises. Donc c'est malheureusement c'est comme ça que fonctionne le monde. Si on ne met pas des obligations, des subventions et des contraintes, en fait, on n'arrive pas à avancer sur le sujet environnemental. Il est déjà 10h07. Ouais, Il faut qu'on accélère un tout petit peu ouais, pour je laisser fais le donc temps à Anne-Daniel. mini Merci. point sur la CSRD. Je passe Mm. la définition. En gros, c'est on Ouais. veut avoir plein de données.
Et là, vous avez cette page qui est la page clé. En gros, si vous connaissez pas le sujet, c'est que vous êtes sûrement pas soumis. Ce qui va arriver, c'est en 2026, sur vos données de l'année d'avant, sur les données de 2025, toutes les entreprises, en gros, de plus de 250 salariés qui font soit 40 millions de CA ou 20 millions de bilan, vont devoir répondre à cette obligation réglementaire. Ça concerne 50 000 entreprises en Europe, donc ça commence à faire un certain nombre. Puis après, l'année d'après, ça va être toutes les PME uniquement cotées. Les non cotés ne vont pas être concernés. Donc là, il y aura d'autres webinaires sur le sujet, d'autres Oui, explications, exactement. etc. On va faire, Voilà. on a des contacts avec des experts pour justement faire un prochain atelier trajectoire durable sur cette réglementation et donner un peu de visibilité. Et du coup, je repasse la main sur la suite Voilà. après le bilan. Effectivement, Merci. donc je vais essayer de conclure ce webinaire et après on aura effectivement l'interview. Rapidement sur la stratégie bas carbone au global, la première étape, donc c'était effectivement le bilan carbone. Donc une fois que le bilan carbone est terminé, il y a la deuxième étape qui va être de définir un plan de transition pour définir globalement sa stratégie bas carbone. Et un plan de transition, c'est par deux étapes. Donc on a l'étape de co-construction et l'étape d'engagement. La co-construction, c'est la définition finalement d'actions permettant de réduire ce bilan carbone. Et l'engagement, c'est l'engagement de toute l'entreprise avec tous ses salariés pour pouvoir les embarquer et les mobiliser dans la mise en place de ce plan de transition. Et nous, ce qu'on aime bien faire, donc par la slide d'après, c'est quand on met en place un plan de transition, donc on organise des ateliers suite aux résultats du bilan carbone par rapport aux gros postes qu'on a pu identifier, donc avec les personnes qui sont responsables sur ces postes, on organise un atelier pour identifier des pistes d'action qu'on aime bien classifier par rapport à ce graphique que vous voyez. En abscisse, on va mettre l'impact potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en ordonnée, vous avez la difficulté de mise en place, et généralement, c'est le niveau d'investissement. Et on a trois types d'actions. Des actions de réduction, donc ça, c'est réduire concrètement les émissions. On a la substitution avec typiquement remplacer un moyen par un autre, ou la sensibilisation communication qui va être du coup de sensibiliser les équipes. Si je reprends l'exemple tout à l'heure de l'énergie, par exemple, sensibiliser avec des éco-gestes tous les collaborateurs pour réduire les consommations. Et ça, c'est des leviers qui sont quand même assez importants. Typiquement, je fais une petite parenthèse très rapide, mais sur la partie énergétique, là, vous en parlez du décret tertiaire, il y a plusieurs, effectivement, possibilités, mais sur l'énergie, nous, sur la sensibilisation, on aime bien mettre en place un défi énergie qui permet, par exemple, en moyenne, de réduire de 10 à 20% les consommations juste en appliquant des éco-gestes. Voilà, ça, je ferme la parenthèse pour cette action-là. Et concernant, du coup, le plan de transition, une fois qu'on a la liste des actions, qu'on a réfléchi et validé toutes les actions, on définit une trajectoire carbone. Donc, on va réduire dans un premier temps nos émissions. Généralement, cette trajectoire, elle est à moyen long terme. On n'est pas sur 1 à 2 années, on est sur 5, 10, voire 15, 20 ans. Et ensuite, une fois qu'on a réduit suffisamment nos émissions, on va essayer de compenser, donc absorber avec des puits de carbone, l'incompressible de notre activité pour pouvoir tout de même la faire fonctionner et arriver à ce qu'on appelle un équilibre, la neutralité carbone. C'est le terme que vous avez certainement déjà dû entendre. Enfin, je vous mets un petit exemple très rapide sur le secteur d'activité du transport par rapport aux 3 exemples d'actions que je vous ai cités. Imaginons, on prend une entreprise qui possède des véhicules, qu'ils soient donc véhicules légers, véhicules utilitaires ou encore camions. Donc la première action sur la sensibilisation, ça va être de l'éco-conduite pour réduire les consommations kilowattheures au 100 pour les véhicules électriques ou litres au 100 pour les véhicules thermiques. Ensuite, on va pouvoir par exemple parler de biocarburants, tout ce qui va être B100, tout ce qui va être aussi également XL, HVO. Tous ces carburants qui sont des biocarburants vont permettre de réduire les émissions et donc on parle bien d'une opération et d'une action de réduction. Et enfin, l'action numéro 3 avec la substitution, là c'est typiquement sur les véhicules par exemple légers, remplacer des véhicules thermiques vieillissants par des véhicules électriques et ainsi on revient au graphique de tout à l'heure, électrifier sa flotte en remplaçant des véhicules. Voilà concrètement un peu les actions qu'on peut mettre en place sur ce type de secteur d'activité pour réduire drastiquement ses émissions. Merci. Et une fois que le plan de transition est fait, effectivement, voilà, peut-être le témoignage. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je ne sais pas s'il y a des questions d'ores et déjà. Je vois qu'il y a une main levée. Charlotte Varenne, nous écoutons. Bonjour. Bonjour. Alors moi, ma question, c'est parce que là, je pense que si on fait le bilan carbone de l'entreprise dans laquelle je travaille, ça peut être compliqué parce qu'on est sur du bricolage depuis 40 ans. Mais par contre, on a un projet de construire un nouveau site. Donc, est-ce que un bilan carbone, c'est quand on a un site qui fonctionne, mais est-ce que c'est possible d'accompagner une entreprise sur du coup toute la réalisation et la construction de l'entreprise?
Alors, il y a l'exercice qui peut être fait. Enfin, juste pour que je comprenne, c'est un site qui serait construit sur Oui. lequel ça serait des locaux. Ok. De fait, les entreprises de construction, à partir d'une certaine taille, ont l'obligation de mesurer l'empreinte carbone pour la phase de construction, ce qui permet notamment d'anticiper d'avoir les métaux les moins émissifs, parce que ça fait des émissions, de fabriquer de l'acier, etc. Et également d'avoir la même meilleure performance énergétique sur la durée de vie du bâtiment. C'est la réglementation énergie 2020 qui couvre ça. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui construiriez ou si vous faites construire le site, etc. Mais sur le principe, c'est faisable. C'est pas très différent. On se dit combien on va avoir de mètres carrés, combien on va avoir de tonnes d'acier, de blocs de tunnels, etc. Et donc, on a des facteurs d'émission, on a une empreinte carbone associée à chacun de ces produits-là. Et c'est ça qui permet de faire le calcul d'empreinte carbone. Si besoin, je peux vous orienter vers des gens dont c'est vraiment le cœur de métier de faire des empreintes carbone dans la construction. D'accord, mais du coup, là, on s'appuie plus sur du coup le constructeur ou enfin, c'est avec lui qu'on voit, c'est pas une entreprise extérieure qui vient en plus se greffer. Il peut y avoir les deux cas. Il peut y avoir soit un prestataire externe qui travaille avec le constructeur, ou le constructeur qui en interne s'est équipé d'un logiciel et qui a des équipes qui ont été formées. Parce qu'en fait, c'est très lié à leur cœur de métier de éco-concevoir un bâtiment. En fait, les choix de construction, c'est tout bête, mais il y a des bétons bas carbone qui mettent plus de temps à sécher. Du coup, selon la période de construction, si c'est en hiver ou en été, on va plus ou moins utiliser certains types de béton. Donc, ça devient vraiment très technique de construction comme sujet et pas juste carbone. C'est vraiment au croisement des deux. Et il faut bien intégrer la construction, mais aussi l'usage derrière, en termes d'usage du bâtiment, pour vous qu'après ce soit peu émissif, mais agréable aussi à utiliser, etc. C'est un ensemble, quoi. Et la RE 2020, justement, définit alors, ça se compte en kilogrammes de CO2 par mètre carré par an, les objectifs de performance énergétique, en kilogrammes de CO2 et en kilowattheure. Et en fait, la réglementation décret tertiaire, qui est sur l'utilisation des bâtiments, et la réglementation RE 2020, qui est sur leur construction, les deux se parlent de manière à ce que les bâtiments qu'on construit maintenant, ils soient assez performants pour qu'en 2050, on n'ait pas à les raser, à les reconstruire, sinon on ne va pas y arriver. Ok, merci. Merci. Anne-Danielle, bonjour. Bonjour à tous. Ravie d'être parmi vous. Excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard parce que j'avais une autre réunion avant. Pas de souci. On te passe la parole, Anne-Danielle. Tu veux partager une petite présentation? Ouais, je prends la main ou je sais pas où je te Oui. l'ai envoyé. Non. Tu souhaites. Ah. Je prends la main, vas-y. la main. Hein. Oui. Alors, j'ai pas l'habitude de. Je pense que ça va. En haut, il y a marqué partager. Normalement, ça doit être bon, je pense. Voilà, est-ce que super. Vous voyez? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, juste avant de commencer, peut-être je vais me présenter. Donc, Danielle Fortunato, je suis chez Noroto depuis plus de 21 ans, ça fera 22 ans cette année, et je suis directrice développement durable donc pour Noroto France. Donc, peut-être avant, pour commencer, c'est... Tu peux nous la mettre en plus grand, ta présentation? Alors, je peux la mettre, comment je fais ça? En diaporama, c'est ça? C'est mieux pour vous? Ce sera mieux, ouais. Si ça c'est mieux pour vous? Ouais, ah oui. Ok, ça marche. Donc, juste pour vous expliquer que le bilan carbone, c'est quelque chose qu'on pratique chez Noroto depuis 2007. Donc, on était plutôt précurseur dans ce domaine-là, avant que ce soit obligatoire. Et on fait sur les 3 scopes, donc bilan scope 1, 2 et 3. Mais jusqu'à 2019, en fait, ce bilan carbone, on le faisait et on ne l'utilisait pas, quoi. Il était à côté de la stratégie de l'entreprise. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment une volonté de partir dans une trajectoire bas carbone, mais surtout que ce soit au cœur de la stratégie, au cœur de la démarche développement durable. Et donc, pour ce faire, on a été accompagné par l'ADEME dans une démarche, peut-être vous en avez parlé avant que j'arrive, ACT, qui est Assessing Low Carbon Transition, qui permet d'avoir des financements pour avoir une évaluation en fait de la maturité en termes de carbone et de bilan carbone. Ce qui s'est passé aussi, c'est ça qui est important, c'est que le bilan carbone, en fait, chez Noroto et notre trajectoire durable, elle est vraiment au service de notre mission.
qui est rendre accessible à chaque automobiliste des solutions durables de mobilité. Et en fait, on a deux grands indicateurs, deux grands objectifs chez nous. Le premier, c'est, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est de contribuer à cette neutralité carbone en 2050, c'est une obligation. Et donc, on est parti, donc là un peu aussi en démarrage, on apprend chaque année depuis 2019, en se disant on va se mettre dans une trajectoire à 1,5 degré, c'est-à-dire pour éviter, dans le cadre des accords de Paris, pour éviter le réchauffement de la Terre au-delà d'1,5 degré. Et donc, ça veut dire qu'on devait réduire notre empreinte carbone en moyenne de 5% par an. Opération très, très difficile, je vous en parlerai après avec un peu plus de détails. Donc là, depuis cette année, en fait, on a revu nos ambitions. On est plutôt sur une démarche de réduction. Donc, par scope, c'est moins 5% sur les scopes 1 et 2 et moins 2,5% sur les scopes 3, ce qui fait en moyenne 2,8 au niveau de Nord France. Et pour ce faire, on a décidé depuis 2 ans d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode Net Zero Initiative, qui est la méthode qui est utilisée par Carbone 4, dont le cofondateur est Jean-Marc Jancovici, le grand climatologue, qui est vraiment très intéressant pour nous au niveau du secteur de la mobilité, c'est qu'elle va prendre en considération donc, les émissions directes et indirectes qui sont nos émissions, et ça va être le pilier A, mais surtout, elle va venir compter les émissions que l'on va éviter à nos clients par nos produits et par nos services. Et ça, c'est le pilier B. Je ne mentionne pas le pilier C parce que chez Noroto, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Le pilier C, c'est aussi le pilier de la compensation, de la séquestration du carbone. Nous, on a vraiment voulu mettre le poids du corps sur la réduction et avec cette méthode sur les émissions évitées. Et ce qui est important, c'est de regarder le rapport entre ces émissions évitées sur les émissions générées, ce qu'on appelle le rapport pilier B sur pilier A. Ça, c'est notre premier indicateur totem. Et le deuxième, c'est vraiment contribuer aussi par notre mission aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc là, on en a retenu 5. Et ces ODD, en fait, contribuent aussi à un référentiel pour notre chiffre d'affaires à impact positif. Tout à l'heure, on mentionnait la CSRD, on a voulu anticiper aussi les choses et commencer à comptabiliser en fait notre part de chiffre d'affaires entre guillemets vert. Chez nous, on l'a appelé impact positif puisqu'il y a vraiment cette volonté de contribuer aux objectifs de développement durable qui sont sur le climat, la biodiversité, sur une production et une consommation plus responsable, sur la santé, notamment avec l'angle pollution de l'air et puis sur la contribution à la réduction des inégalités. On a un objectif qui était de 11% en 2023, qui sera de 13% en 2024, une quote-part de notre chiffre d'affaires, impact positif, et 15% en 2025. Et ce qui est important de voir, c'est que tout est lié, c'est-à-dire que l'évolution de cette quote-part de chiffre d'affaires impact positif vient contribuer aussi à notre bilan carbone, donc à la fois sur la réduction des émissions et sur les émissions évitées. Donc ça, c'était ce que je voulais vous préciser, qui est important vraiment dans la façon d'aborder le sujet et la place du bilan carbone au sein de la stratégie Noroto. Donc ça, c'est pour vous expliquer en fait très rapidement ce qu'on prend en considération. Donc on ne prend pas l'ensemble des produits, mais un certain nombre de produits. On prend bien évidemment le fret, tout ce qui est émissions au niveau des centres auto. Comme on fait partie quand même du retail, on prend en considération le déplacement des clients pour venir chez nous. Il y a tout ce qui est recyclage de produits aussi, récupération, huile, etc. On prend tout ce qui est consommation énergétique, chauffage pour le siège, tout ce qui est déplacement de nos collaborateurs, domicile, travail, déplacement pro, matériel informatique, déplacement pro, comme je venais de vous dire. On a changé cette année, on était dans la méthode de l'ADEME, bilan GES, et là on est passé dans une méthode qui s'appelle GHG Protocol, qui est une méthode plus internationale, qui nous convenait mieux vu l'aspect international de notre groupe. Donc là, vous voyez bien comment on calcule l'impact carbone en tonnes. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, pour vous expliquer la démarche de Noroto et comment on le suit depuis 2019. Donc, vous voyez bien avec la méthode qu'on utilise, NZI, vous avez les istos bleus qui sont nos émissions générées et sur le graphe et les istos gris qui sont nos émissions évitées. Ce qu'on peut dire là, c'est que vous voyez qu'on a une réduction de nos émissions de 7%.
Donc, on peut être content, mais je vous expliquerai par la suite. C'est vrai que c'est quand même très lié à notre activité et au climat aussi. On passait derrière une année où on avait fait +9 et +3 encore sur l'année précédente. Donc ça, c'est en valeur absolue. On essaye aussi de regarder en intensité ce que ça peut donner, donc avec les kilos de CO2 sur nos kilos de chiffre d'affaires, nos kilos de CO2 sur notre marge nette. En fait, ces indicateurs, il faudrait vraiment les regarder sur le long terme, parce qu'avec les fluctuations de l'inflation, c'est des indicateurs qui ne veulent pas dire grand-chose aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est le kilo de CO2 sur le kilo de produits vendus, parce que la part de nos produits est énorme dans notre bilan carbone. Ça va, c'est clair? Vous n'hésitez pas, je ne vous vois pas, donc si vous avez des questions, Christine, si tu veux me relayer des questions, n'hésitez pas. Je le ferai. Donc là, en fait, vous voyez sur ce graphe, le trait pointillé, c'est la tendance si on continue avec notre business as usual. Donc, vous voyez, c'est une évolution, alors que nous devons suivre le trait bleu qui nous permettrait d'être dans cette trajectoire bas carbone, avec ce que je vous ai précisé, les changements d'objectifs, le moins 5% sur le scope 1 et 2, le moins 2,5% sur le scope 3. Pour atteindre cette trajectoire carbone, il aurait fallu qu'on soit à moins 14%. On a réalisé moins 6,9%. Donc, l'objectif théorique, mais qui n'est pas réaliste, je vous le dis tout de suite, c'est moins 10,3% pour la prochaine année. Mais c'est un objectif qui est difficilement réalisable. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on anime les équipes et qu'on voit comment on peut travailler pour rattraper ce retard, essentiellement en faisant évoluer notre modèle d'affaires. Pour vous dire aujourd'hui, la répartition de notre bilan carbone, donc une entreprise comme Noroto, avec une partie atelier, une partie magasin, 72% de nos émissions sont liées aux produits et à la fabrication de nos produits essentiellement, avec des produits très émissifs comme le pneu, l'utilisation du gaz de clim. Vous voyez que c'est 20% le déplacement de nos clients. L'énergie est faible parce que l'énergie en France, elle est décarbonée. Ce n'est pas pour ça qu'on n'agit pas. J'entendais tout à l'heure, on agit beaucoup sur l'énergie. On a bien intégré les éléments de décret tertiaire. On a bien intégré un plan de sobriété éco-geste, d'un point de vue économique aussi. Et c'est vrai que ça marche, puisqu'on a des vraies réductions de consommation énergétique grâce à ces plans et grâce à ces éco-gestes. Les déplacements des collaborateurs et les déplacements FRO. Et le fret, qui est quand même une part assez faible, même par rapport aux produits, dans notre bilan carbone. Donc, vous voyez bien, on est scope 1, donc déplacement collaborateur, énergie, hors énergie, scope 2, énergie, et scope 3, donc déplacement client, déplacement pro, le fret professionnel, achat, immobilisation, déchets. Anne-Danielle, oui. Excuse-moi. Il y a une question pour toi. Comment faites-vous pour récupérer les consommations de gaz annuelles? Alors, c'est un des sujets qui est assez compliqué pour nos centres, sur lesquels aujourd'hui, alors je n'ai pas précisé, mais les émissions, c'est toujours, on essaye de le plus fiable possible, mais c'est toujours très difficile. Et sur le gaz, c'est une problématique pour nous aujourd'hui. Alors, ça a un impact très faible, mais c'est vrai que la fiabilité de ces données-là, ce n'est pas évident. On est en train d'y travailler sur ce sujet-là, sur le gaz. Merci. Et donc, ici, vous voyez que 4 familles de produits représentent 75% de nos émissions et 10 familles 90%. Donc, c'est essentiellement les pneus neufs. Et ça, c'est important d'avoir cette vision-là pour voir comment on peut agir sur notre modèle. Ensuite, c'est les prestations clim, puisqu'encore, c'est encore du gaz R134A qui est dans les voitures, puisque le changement de législation, c'est en 2017-2018 de tête. Aujourd'hui, c'est du gaz 1234 YF qui est 400 fois moins émissif. Mais aujourd'hui, nous, on a encore le poids de ce gaz dans notre bilan carbone pour les voitures plus anciennes. Les disques de frein, puis ensuite les batteries neuves. Voilà. Donc, vraiment un poids très, très important sur ces 4 familles de produits. Et donc, si on fait le zoom après, ce qui est intéressant sur les répartitions de nos émissions évitées, on voit qu'aujourd'hui, on va pouvoir agir sur plusieurs familles. Donc, sur la mobilité douce, puisqu'aujourd'hui, on vend des vélos à assistance électrique, des trottinettes. On a une partie qui est importante, alors même si elle a baissé énormément, comme vous pouvez le voir, c'est sur les boîtiers bioéthanol. On a une baisse très, très importante de 75%.
liées à l'augmentation du prix de l'éthanol et puis aussi à la baisse des aides de l'État ou des régions. Et on a les pneus Rolling Resistance A qui font partie de ces émissions évitées, nos prestations éco-contrôle. Et aujourd'hui, on a un pneu reconditionné qui commence à avoir une belle reconnaissance sur le marché et qui prend une place de plus en plus importante. Donc, vous voyez, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le ratio pilier B sur pilier A, donc les émissions générées sur nos émissions évitées. On est à 10%, on est en baisse avec les éléments qui sont notamment liés au bioéthanol, à la baisse aussi de la mobilité douce. Le pneu Rolling des résistances qui augmente, mais qui ne permet pas de maintenir ce ratio ou de l'augmenter. Dans la méthode de Carbone 4, elle nous a dit qu'il faudrait être à 300 fois plus d'émissions évitées que générées. Le rapport devrait être à 300%. Et nous, on est à 10%. Merci Anne-Danielle. Ah oui, pardon. Juste, c'était pour expliquer. Ouais, sur le plan d'action, c'est que comment on passe de ce que je vous ai expliqué avec nos 2 indicateurs totem, du reporting vers le pilotage. Parce que c'est ça la question, et je pense que vous en parliez tout à l'heure. OK, il faut faire le bilan, mais comment on l'utilise pour faire évoluer le modèle? Donc, nous, en fait, on avait les résultats, on les subissait, comme je vous le disais tout à l'heure. On a créé, en fait, une calculette, puisque maintenant, on a internalisé, en fait, les compétences carbone chez nous. On a un jeune qui fait les bilans carbone, on a internalisé. Et donc, on voulait avoir, dans le cadre de nos budgets, avoir une approche de notre budget carbone, de notre dette carbone. Et on s'est rendu compte que c'était compliqué. Donc, on a simplifié cette calculette qui nous permet, sur 3 ans, de regarder par rapport à nos leviers, comment on peut agir, comment on peut piloter et comment vraiment ancrer la stratégie de décarbonation dans notre modèle. Et donc, juste pour illustrer ce que je viens de dire, on crée en fonction des leviers, comme on voit que le pneu reconditionné va permettre d'agir à la fois sur la réduction des émissions générées et l'augmentation des émissions évitées. On crée des fiches. Alors, on est au début de cette démarche. Hier, je l'ai présenté à notre comité de direction. Donc, on emmène toutes les directions, et là, en l'occurrence, la direction de l'offre, sur le pneu reconditionné en disant, bon, OK, comment on va avancer? Est-ce qu'on a besoin de finances? Qui on va impliquer? Comment on va travailler sur le sujet? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les étapes, les données à collecter? Est-ce qu'il y a des points de blocage? Et comment et quel va être l'impact carbone au total? Voilà ce que je voulais vous faire voir en termes d'illustration pour montrer comment aujourd'hui le bilan carbone est devenu un élément de notre stratégie et de notre démarche de développement durable. Voilà, je suis à votre disposition pour toutes les questions. C'est très intéressant. Merci beaucoup Anne-Danielle. Ça appelle pour ma part une question et puis on essaiera de conclure sur ça et peut-être que chacun peut donner un petit peu son avis. Comment est-ce qu'on va, vu les chiffres là que nous a présenté Anne-Danielle et puis vos expériences à Tristan et Laurent, cette fameuse neutralité carbone à horizon 2050, on voit quand même que ça a l'air pas facile parce que même avec des initiatives très fortes comme chez Norauto, voilà, c'est pas facile, surtout avec ce fameux scope 3 qui représente beaucoup des émissions en fait dans le bilan de gaz à effet de serre quand on prend bien sur le scope 3 et sur lesquels on a finalement peut-être pas beaucoup de main de prise, hein, c'est-à-dire les déplacements de mes clients, bah, je ne vais pas les empêcher de venir, acheter des pneus. Alors bon, là, il y a l'exemple d'Anne-Danielle, effectivement, Norauto sur le pneu reconditionné. Voilà, quelle est votre perception en quelques mots sur comment on va arriver à cette fameuse neutralité? Est-ce que vous avez quelque chose d'un peu positif? Parce que ce n'est pas très positif ce que je viens de dire. Anne-Danielle, peut-être pour commencer? Moi, je pense qu'on a une superbe opportunité dans le contexte dans lequel on est, même si ce n'est pas facile, parce qu'il faut vraiment avoir des convictions. On a une belle opportunité de faire évoluer notre modèle d'affaires. Donc, c'est vraiment de regarder, et là, on le voit sur les produits, on voit bien, c'est la fabrication des produits. Mais moi, ce qui me met en joie, on peut le dire, depuis 2 ans, c'est qu'on arrive à emmener les autres avec nous. C'est-à-dire qu'on a, vous en avez parlé, d'abord les collaborateurs. Alors, c'est simple, c'est vrai que l'énergie, ce n'est pas grand-chose dans notre bilan carbone par rapport au reste, mais par les éco-gestes, par la sensibilisation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on arrive à fédérer, on arrive à emmener les équipes, et c'est la même chose sur les fournisseurs, et les gros fournisseurs, parce qu'on est tous confrontés à cet objectif de neutralité carbone. Donc, on a tous les mêmes enjeux. Donc, aujourd'hui, avec nos fournisseurs, on les emmène
donc, et sur nos produits à marque propre pour travailler avec eux sur l'éco-conception. Et on travaille avec eux sur toute la chaîne, sur toute l'analyse du cycle de vie du produit. Et c'est là où ça prend du temps, mais on est dans un changement de modèle, mais c'est aussi ce qui nous met en mouvement et qui nous permet de dire oui, c'est possible, mais on ne peut pas continuer avec vous l'avez vu, hein, notre trajectoire, avec si on reste sur le même trend, avec un modèle as usual, donc il faut le faire évoluer. Et c'est ça qui est intéressant et qui attire aussi les jeunes qui sont dans notre entreprise, de pouvoir faire bouger les choses et de répondre en même temps à nos enjeux réglementaires. Et il y a les enjeux réglementaires qui sont là. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est une belle façon d'avancer dans l'entreprise. Merci. Super. Laurent, Tristan, en quelques mots? En quelques mots, bah, effectivement, c'est un gros défi. Enfin, on est à 1,2 degré aujourd'hui, 1,5 qui est censé être l'objectif mondial, on est en 2030 concrètement. Donc en fait, on va les dépasser. Donc ça va être compliqué, mais l'alternative, c'est quoi? C'est que ça soit encore pire après. Donc en fait, on n'a pas vraiment le choix, mais donc on va tous s'y mettre. On part de globalement assez bas, mais ça évolue quand même très très vite, et donc ça, c'est super encourageant. Si on s'y met à 8 milliards en même temps, 8 milliards d'humains, bah, en fait, on va y arriver. Il y a déjà les technologies, les solutions, enfin, il faut juste les déployer très rapidement. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir y passer beaucoup de temps, avoir des gens qui s'en occupent. Enfin, moi, mon ancien métier, il y a 4 ans, c'était pas ça, et maintenant, je travaille à temps plein là-dessus. Et il va falloir aussi mettre des sous, et quand on dit des sous, pour le Forum économique mondial, c'est 1000 milliards d'investissements par an qui manquent pendant 30 ans. Donc voilà, on met des gigafactories de 2 milliards d'euros dans le nord de la France pour électrifier, et il en faut plus. Voilà, on va faire des infrastructures, on va changer les outils de production, et ça va faire des jobs derrière. Et si on ne le fait pas, de toute façon, ça sera moins bien. Donc il faut y aller. Merci. Ok, merci. Tristan? Effectivement, et pour conclure. Oui, il y a un micro ouvert. Oui, c'est bon, je pense. Pour conclure, effectivement, ce qui va être important, et c'est de par d'ailleurs aussi ce biais, hein, les webinars, c'est de pouvoir sensibiliser les personnes, notamment les plus nombreuses, pour essayer justement de se rendre compte déjà de ce qui se passe. Et au-delà de ça, l'étape d'après, ça va être vraiment, du coup, je reprends le mot, hein, mais la transition durable, et donc cette étape de transition et cette étape d'action, de mettre en place l'action de réaliser son bilan carbone vraiment à l'échelle de l'entreprise, et ensuite de mettre en place des actions permettant de le réduire. Et en mettant en place ces actions de sensibilisation, tout le monde va commencer à en parler, on va toucher la partie cercle vertueux, cycle de vie des produits, donc la partie fournisseur, la partie prestataire, la partie client, et c'est comme ça que les gens vont prendre conscience de ce que c'est, de ce qu'il faut faire et de ce qu'ils vont devoir faire. Voilà. Ok, super. Un grand merci à vous tous. Notre prochain atelier trajectoire durable est le 29 février. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas partager? Vous voyez mon écran ou pas? Il est blanc là. Tout est blanc. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, j'arrête tout. Donc, c'est le 29 février en tous les cas, et a priori, ça devrait être avec Sobre Énergie sur la gestion technique des bâtiments, puisqu'il y a un texte réglementaire qui est le décret BAX, qui impose un certain nombre de choses, et au-delà de l'obligation, ça peut présenter un intérêt, hein, voilà, d'optimiser les consommations grâce à cette fameuse GTB, gestion technique des bâtiments. Voilà, a priori, donc le rendez-vous le 29 février pour ceux d'entre vous qui pourront être disponibles. Encore merci à tous. Merci Laurent, Tristan et Anne-Daniel de tout ce que vous nous avez partagé. Merci à tous. Très belle journée et puis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.